Nos enfants doivent en connaître les séquences, les acteurs et les récits. Ils doivent comprendre les mécanismes de la domination coloniale et la valeur de la résistance. Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous à cette émission qui n'est autre que le train continental qui propulse et comme ça informe tout le continent et même ceux qui sont en hexagone sur l'information vraie qui touche nos pays africains. Je suis Constieka. Et oui, je parlais bien de ce train continental qui va nous amener au Gabon, au Tchad, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Sénégal. On se retrouve juste après la réclame. S'il est bien vrai qu'on parlera beaucoup de la Côte d'Ivoire, avec des informations qui montrent que ce pays travaille énormément. On parlera aussi du Cameroun énormément, et ainsi que d'autres pays avoisinants, à savoir le Congo, comme je l'ai dit tantôt, tout simplement au préambule de cette émission. Mais d'abord, la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le samedi 29 novembre 2025, s'est tenue une rencontre entre les autorités musulmanes de la commune d'Abobo et l'équipe RHDP aux législatives 2025, avec à leur tête le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, un homme qui a décidé tout simplement de refaire un retour aux sources où il a passé son enfance à Abobo. Il a décidé là-bas de briguer les législatives 2025 avec une équipe de 6 personnes. Et les Abobolais sont gâtés de recevoir ce grand monsieur, ce grand homme politique, un homme au cœur d'or. Toujours en Côte d'Ivoire. Le jeudi 4 décembre 2025, Madame Kondia Kamisoko Kamara, maire de la commune d'Abobo, a présenté officiellement aux populations des villages ébriés de la commune d'Abobo, à savoir Agbeikwa, Agnisonkwa et Djibi Village, les 6 candidats du RHDP et les 6 suppléants conduits par le ministre d'État, M. Tene Birahima Ouattara, tête de liste RHDP aux législatives 2025. En présence des ministres Laurent Tchagba et Paulin Danho, marque de leur cohésion sans faille entre camarades du RHDP. Les populations leur ont assuré leur soutien total au scrutin du 27 décembre 2025. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire et nous allons parler cette fois de la police. La police ivoirienne qui intensifie les contrôles avec l'opération Épervier. Reportage CNN. Face à l'insécurité routière à Abidjan, la police nationale a activé l'opération spéciale de contrôle épervier sur route dans la commune d'Abobo. Le contrôle des plaques d'immatriculation, de l'assurance, des vignettes, la visite technique, les vitres teintées, le port du casque, les permis de conduire, le respect des feux tricolores sont au cœur de cette opération de contrôle. Le bilan à mi-journée fait état de 263 véhicules de mise en fourrière pour défaut d'assurance, visite technique et plaques banalisées. 332 tests d'alcoolémie ont été effectués, dont 326 ont été négatifs et 6 tests positifs. Cette opération se déroule toujours dans la nuit. Cette opération répond à la nécessité impérieuse d'assurer la sécurité des usagers de la route, de lutter contre l'insécurité routière et de garantir le respect du code de la route. Cette opération a pour objectif principal de réduire les risques d'accidents, notamment sur les routes urbaines et périurbaines qui seront fréquentées par nos populations, de contrôler la conformité des véhicules, quels qu'ils soient, notamment les engins à 4, 3 et 2 roues. Monsieur Oumar Sako, directeur général des transports terrestres et de la circulation, se félicite de l'action de la police nationale ivoirienne. C'est une opération qui permet de renforcer le contrôle routier. Ça ne veut pas dire que durant l'année, il n'y a pas de contrôle, mais pour des questions bien précises, notamment la densité de la circulation pendant les fêtes, cette action de la police là vient renforcer ces actions quotidiennes. Et la préfecture
de police d'Abidjan a dans son périmètre d'action environ 80% du parc automobile roulant. Renseigner, fait respecter la réglementation en vigueur, réprimer les infractions, immobiliser et conduire l'essentiel roulant en infraction sur le site de mise en fourrière. Telle est la mission de la police dans la circulation. L'opération mobilise 476 fonctionnaires de police. Vous êtes nombreux à regarder cette chaîne et tous les programmes qui sont diffusés. Et vous êtes surtout nombreux à regarder ce programme, cette émission Constieka Weekly News. Je vous retrouve juste après la réclame. À partir du 1er décembre 2025 à 10h et durant tout le mois de décembre, le roi de la télé vous offre quelques émissions pépites en souvenir sur CNN, disponibles sur les 777 du bouquet StarTime, sur de nombreux bouquets et online en cliquant sur cnntv.ci. Vivez durant le mois de décembre 2025 la télé sur CNN comme nulle part ailleurs. Toujours en Côte d'Ivoire. Alors je demande à mon réalisateur Marcel, la semaine dernière tu nous as montré un peu les montagnes, la ville de Korogo. On va se focaliser un peu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. On va permettre aussi aux uns aux autres de découvrir un peu ce côté. Marcel, montre-nous un peu l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà, l'ouest de la Côte d'Ivoire, on apprécie. Ça fait énormément plaisir. Un pays qu'il faut découvrir, un très beau pays. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire et dans ce pays nous allons parler du budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2026, qui a été approuvé à l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. Reportage CNN. Examiné en commission il y a quelques jours, le budget de l'État de Côte d'Ivoire pour 2026 est approuvé en plénière par les députés et fixé à plus de 17 350 milliards de francs CFA. Je pense que les projets qui concernent le développement dans tous les secteurs, l'éducation, santé et autres, seront des projets que les députés vont suivre à la lettre pour je dirais, l'exécution sur le terrain. Et pour cela, nous pensons que nous pouvons faire confiance au président et au gouvernement qui sera mis en place pour que la Côte d'Ivoire se développe avec tout le monde, avec tous ses fils. Le vote du budget de la Côte d'Ivoire repose sur toutes les actions que le président doit entreprendre dans ce pays. Voter à l'unanimité, cela suppose que les gens soutiennent l'action que le président de la République mène dans le pays. Aujourd'hui, les députés ont prouvé encore une fois de plus que le président Alassane Ouattara fait du bon travail. Les parlementaires ont également adopté à l'unanimité le projet de loi de règlement du budget pour l'année 2024. La séance était présidée par l'honorable Adama Bitougou, président de l'Assemblée nationale, qui a renouvelé son appel à l'unanimité et à la fraternité. Je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour le comportement, le sens de la responsabilité, le sens républicain que tous avons eu pendant cette législature. Nous avons su dépasser nos sensibilités politiques. Nous avons su transcender nos convictions politiques pour garder dans l'hémicycle le sens de la fraternité. Après cette phase, à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2026 sera présenté au Sénat dans les jours à venir pour examen. Voilà, le budget 2026 de la République de Côte d'Ivoire a été approuvé. Et puisqu'on parle d'argent, puisqu'on parle de budget, nous allons parler aussi de la Cour des comptes de la République de Côte d'Ivoire. La Cour des comptes a dressé son rapport sur le budget 2024. Toutes les questions posées par les sénateurs ivoiriens ont reçu des réponses. Reportage CNN. Avec une estimation dépassant 6 581 milliards de francs CFA en 2024, plus de 6 200 ont été levés, atteignant un taux de 894,2%. Les recettes budgétaires internes recouvrées s'élèvent environ 6 000 milliards de francs CFA, représentant 97,32%. Les frais habituels ont enregistré un excès de plus de 112 milliards de francs CFA, en accord avec le budget programmé en vigueur depuis 2020. Sept ministères ont vu le programme examiné de près.
À l'issue de l'audit effectué, la Cour a constaté des progrès notables dans la mise en œuvre des programmes bénéficiaires, traduisant une évolution positive de la culture de performance au sein de l'administration publique. Toutefois, certains aspects à améliorer ont été relevés à travers 24 observations. À l'issue de cette présentation, les questions posées par les sénateurs ont reçu des réponses. Un exercice qui profite bien au Sénat d'après la présidente de l'institution, Mme Kandia Camara. Cette présentation devant le Sénat traduit surtout la volonté commune de promouvoir la transparence, la bonne gouvernance et la rigueur dans la gestion des deniers publics. Il convient à présent de donner l'opportunité aux sénateurs d'intervenir à l'effet de faire des observations, poser des questions ou formuler des recommandations. L'article 45 de la Constitution ivoirienne de novembre 2016 attribue à la Cour des comptes la responsabilité de surveiller les comptes ainsi que la gestion de tous les organismes publics de l'État, des collectivités territoriales et des sociétés publiques. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit tantôt que l'information a vraiment été de mise en Côte d'Ivoire cette semaine. Et nous allons parler de cette commune, toujours d'Abobo. C'est la commune, l'une des communes les plus populaires de la République de Côte d'Ivoire, surtout de sa ville, Abidjan. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire et tête de liste RHDP aux législatives 2025 dans la commune d'Abobo a présidé une importante remise de dons en vivres aux populations d'Abobo. Dans sa traditionnelle humilité, le ministre d'État, ministre de la Défense, qui s'est rendu à Bobo pour présider, enfin il a été considéré comme le patron de cette cérémonie à Bobo de remise de dons pour le plus grand plaisir des Abobolais. Reportage CNN. C'est la place Ambak de la mairie d'Abobo qui a servi de cadre à la cérémonie de solidarité, de soutien aux familles abobolaises avec la remise des dons en vivres à 4000 ménages de la commune d'Abobo. Une initiative de la fondation Ségère Lédéa, dont son président Salifou Ouedraogo, qui n'est pas au bout de ses actions pour ne citer que l'ouverture prochaine d'une école préscolaire sur 3000 m² grâce à l'appui du maire RHDP de la commune d'Abobo, Madame la Vénérable Kandia Camara, présente à cette cérémonie de remise de dons alimentaires aux côtés du président de circonstance qui est la tête de liste du RHDP aux législatives 2025, M. Teni Birahima Ouattara. Ces actes augurent le bonheur pour tous aux populations d'Abobo, une fierté manifestée par le porte-parole des bénéficiaires. À travers ce noble geste, Monsieur le fondateur, ce sont des orphelins, ce sont des veuves et des familles entières que vous allez nourrir, soulager et réconforter. Le porte-parole des bénéficiaires a traduit la fierté et la reconnaissance des 4000 ménages concernés, symbole d'une Côte d'Ivoire solidaire dans la droite ligne que prône le chef de l'État de Côte d'Ivoire, comme l'a réaffirmé Madame la Vénérable Kandia Camara, maire RHDP de la commune d'Abobo. La solidarité n'est pas une faveur, c'est un devoir national. C'est le ciment de notre vivre ensemble, ce qui nous permet d'affirmer qu'Abobo, commune du partage et de la solidarité, ici, personne ne sera laissé de côté. C'est alors que le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, tête de liste RHDP aux législatives 2025 dans la commune d'Abobo, qui présidait cette cérémonie de remise de dons, s'est exprimé avec les mots justes, rappelant la solidarité pour un meilleur devenir des Abobolais, tout en saluant grandement les actions du président Salifou. Tout ceci, 4500 sacs de riz, c'est donné à beaucoup de gens, mais ils ne le font pas. Là sont les personnes qui savent partager. Une cérémonie du don de soi, du partage. Ceci est important. Tout le monde n'a pas cette grandeur. Salif, encore merci. Toutes ces personnes qui profitent de ta générosité ce soir font des bénédictions pour toi. Cet acte de remise de dons est un symbole de résilience qui augure une amélioration des conditions de vie des populations abobolaises à qui le président de la fondation Ségère Lédéa exhorte les populations de la commune d'Abobo à soutenir la liste RHDP aux législatives 2025.
À tout seigneur, tout honneur, quand on parle d'un pays qui bouge, quand on parle des gouvernants qui bougent, quand on parle des membres du gouvernement qui bougent, qui sont au travail, rien de plus normal que tout ça est impulsé par le sommet. Et le sommet, ce n'est que le chef de l'État, président de la République. Et nous allons parler du Conseil des ministres du 3 décembre 2025. Un conseil des ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, avec en premier chef M. Robert Begré Mambé, Premier ministre, s'est tenu le mercredi 3 décembre 2025 au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, en présence du chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire. Ce conseil de ministres fait preuve tout simplement de la vitalité du pays. Je vous retrouve juste après la réclame. CNN est disponible sur Taptime 777. Sur les bouquets créolines au 12, numéricable au 12 et sur l'application disponible sur votre téléphone Android TV Garden, disponible aussi sur le bouquet numérique Blackstream et sur tous vos supports numériques. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Cameroun. Au Cameroun, la région de l'Est Cameroun tient sa première usine de transformation des fèves de cacao. Reportage CNN. Une étape clé dans la transformation structurelle de l'économie, le village de Petit Ngolambélé, situé à proximité de Dimako, dans la région de l'Est du Cameroun, a connu un événement exceptionnel le 28 novembre 2025. C'est l'ouverture d'une usine de transformation de fèves de cacao en produits finis et semi-finis. L'usine Ngolambélé est la seconde établie par la société Africa Processing Company SA, après celle de Kouamaria, située dans la région du Centre, qui a été inaugurée le 15 janvier 2025. La cérémonie d'inauguration de l'usine de transformation de cacao de Ngolambélé, présidée par le ministre du Commerce, Luc Magwambaga Tangana, a attiré une foule de prestige composée d'autorités administratives, d'élites locales ainsi que de personnalités politiques et traditionnelles, tous désireux de participer à cet événement majeur qui représente un moment clé pour les producteurs de cacao et le développement de la région de l'Est. Si on arrive à faire ça dans tous les bassins, le monde rural sera la première classe, la first class dans le système, dans l'écosystème camerounais. C'est une évidence évidente. Donc il faut avancer dans ce processus de multiplication, de ce type de généralisation, même je dis multiplication, mais il faut généraliser ce type d'initiative. L'inauguration de l'usine de transformation de cacao de Ngolambélé illustre la voie à suivre pour promouvoir la transformation structurelle de l'économie nationale conformément à la vision du président Paul Biya. Elle favorise le travail des producteurs en leur offrant un prix d'achat au kilogramme supérieur à celui des exportateurs. Située en arrière-pays, l'usine contribue à l'industrialisation et à une croissance équilibrée du Cameroun en ajoutant de la valeur à nos produits de base. Ngolambélé crée des emplois, lutte contre le chômage des jeunes et l'exode rural. Pour son lancement, Africa Processing Company SA a recruté et formé une vingtaine de jeunes de la région. L'usine constitue aussi un bel exemple d'entrepreneuriat des jeunes. L'idée de s'étendre ici, c'est simplement d'être davantage capable de satisfaire le marché que nous nous sommes acquis au fil des années. Et donc, en augmentant notre production, nous pouvons davantage rencontrer la demande de notre marché. La région de l'Est du Cameroun est l'un des principaux bassins de production de cacao du pays, offrant un potentiel extrêmement important qui reste encore largement exploité. Ce potentiel est désormais appelé à se développer davantage grâce à la construction de l'usine de Ngolambélé qui ouvre de nouvelles perspectives pour la filière. On peut donc s'attendre à une amélioration significative de la production de cette culture dans la région, tant en quantité qu'en qualité. Par ailleurs, avec la mise en place de cette usine, la société Africa Processing Company SA marque une nouvelle étape dans le renforcement et le développement du tissu industriel agroalimentaire local, contribuant ainsi à structurer et à dynamiser le secteur. C'est vrai que c'est la fin d'année partout et dans tous les pays d'Afrique, on parle beaucoup plus de budget. Et au Cameroun, le projet de loi de finances 2026 aussi a été adopté. La République est en marche. Voilà ce que signifie aujourd'hui ce projet de loi adopté au Cameroun après la brillante élection de son président, le président Paul Biya. Reportage CNN.
Atmosphère solennelle dans l'hémicycle du Palais de Verre Paul Biya de Ngoïkele le dimanche 30 novembre 2025. Les sièges sont presque tous occupés. Les membres du gouvernement et les députés ont repris leur place pour l'un des moments forts de cette section, la dernière de la 10e législature dédiée à l'approbation du budget de l'État pour l'exercice 2026. Le montant est maintenant officiel à la Chambre basse. Le projet de loi de finances établit le budget de l'État camerounais pour l'année 2026 à 816,4 milliards de francs CFA, équilibré en recettes et en dépenses. Ce montant, approuvé par les parlementaires après un examen minutieux en commission, a été débattu puis adopté lors de la séance plénière du 30 novembre 2025. Après une pause, la séance a repris à 15h56 sous la présidence de l'honorable Hilarion Eton, vice-président de l'Assemblée nationale. Afin de présenter le contenu des travaux de l'honorable Ndongo Etemé, rapporteur de la commission des finances et du budget, est monté au pupitre. Pendant plus de 3 heures, il a passé en revue les 111 pages du document. Résultat de 3 jours de discussions intenses en commission. Environ une trentaine de responsables de ministères ont présenté le budget prévisionnel. 9 chapitres majeurs ont été examinés, allant de la souveraineté à la justice, incluant la défense, les relations internationales, l'administration générale et les finances. Aucun domaine n'a été négligé. Après l'examen de cette première partie, suivi de son approbation, votre commission des finances et du budget a poursuivi l'étude de la deuxième partie qui porte sur les moyens des politiques publiques et les dispositions spéciales. Votre commission tient à préciser que pour des raisons de cohérence dans la rédaction du rapport, les débats de l'ensemble du projet de loi par article se trouvent après l'examen des chapitres budgétaires. Cette analyse approfondie du rapport de la Commission des finances et du budget a en effet mis en lumière et mis en évidence plusieurs préoccupations au sein de l'hémicycle. Monsieur le Président, j'aimerais juste dire ma question préalable qui devrait rejeter l'examen de la loi dans un esprit républicain. Je ne suis pas en train de demander qu'on la rejette, mais qu'on reconnaisse au moins que nous sommes à droite ou à gauche du respect de nos propres lois dans cette maison. Mais au-delà des questions strictement liées au délai, le rapport met également en exergue un ensemble d'avancées qui ont été saluées par les élus. Je viens parler aujourd'hui pour féliciter le gouvernement pour ce projet de loi de finances de 2026 qui est un projet de loi ambitieux. Il faut le relever et ça démontre de l'écoute du gouvernement et surtout de démontrer que ce que nous avons l'habitude de relever ici ne tombe pas dans les oreilles infertiles. Des mesures porteuses d'espoir, notamment pour les jeunes et les femmes, figurent parmi les priorités nationales. Une vingtaine d'interventions ont permis aux députés de poser une cinquantaine de questions majoritairement économiques. Respectant le principe de collégialité gouvernementale, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Meh, et le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, ont répondu aux préoccupations des élus. L'ordre du jour étant épuisé à 22h, la deuxième législature a signé son dernier acte majeur. Le train en marche, c'est-à-dire le TGV de l'information vraie, c'est ce que c'est que CNN, votre chaîne de télévision, celle que vous avez choisi de regarder. Et là, nous allons vous revenir pour des informations juste après la réclame. CNN est disponible sur Time 777. Nous allons du côté de la Teranga. La Teranga, c'est au Sénégal. C'est vrai qu'on a énormément parlé de la Côte d'Ivoire dans ce programme. Ensuite, le Cameroun. Et là, on va parler du pays de Monsieur Diomaye Diakhar Faye. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ce jeune président qui parle peu et fait beaucoup de choses. Il assimile très vite des leçons de son aîné, le pays voisin, où on parle peu, mais on fait de très très bonnes choses visibles par tous. Au Sénégal, le chef de l'État sénégalais a reçu plusieurs chefs de délégation venus représenter leur pays à la commémoration de Thiaroye 44. Reportage CNN.
Le président sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a reçu plusieurs chefs de délégation représentant leur nation lors de la commémoration du massacre des tirailleurs sénégalais. Parmi ceux-ci, le vice-président de la Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Mele Koné, qui représentait le président ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, lors de la commémoration du massacre des tirailleurs sénégalais. Lors de l'entretien avec le président sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, il a évoqué la portée symbolique de sa présence ainsi que les liens d'amitié et de coopération fraternelle qui existent entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ensuite, M. Charles Richard Mondjo, le ministre de la Défense du Congo-Brazzaville, a également été reçu par le président sénégalais. Il était porteur d'un message écrit du président Denis Sassou Nguesso à son homologue du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Je suis heureux d'être à Dakar, mise en mission par le président Denis Sassou Nguesso, président de la République, pour participer aux commémorations du massacre de Thiaroye. Et j'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République du Sénégal pour lui remettre un message écrit du président Denis Sassou Nguesso. Le Congo et le Sénégal sont des pays amis, frères. Nous avons beaucoup de relations de coopération sur le plan de l'enseignement, sur le plan de la formation des militaires. Monsieur B. Mohamed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Comores, a clôturé la série d'audiences du chef de l'État sénégalais. De son Excellence, le président Azali Assoumani a adressé à son Excellence le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. C'est un message de solidarité qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre l'Union des Comores et la République du Sénégal. Le Sénégal a toujours été aux côtés de l'Union des Comores depuis l'accession de l'Union des Comores à son indépendance. Et depuis cette date, les relations entre les deux pays n'ont cessé de se développer, de se diversifier au bénéfice de deux peuples. Nous sommes pleinement engagés à travailler en étroite collaboration avec les autorités sénégalaises pour renforcer une coopération mutuellement avantageuse. Je suis très honoré aussi de représenter le président de la République et son Excellence Azali Assoumani à la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais. C'est un moment de recueillement pour honorer les sacrifices et la dignité de nos frères africains qui ont perdu leur vie en demandant leurs droits humains. La commémoration du massacre de Thiaroye est un moment de recueillement pour honorer le sacrifice et la dignité de nos frères africains qui ont perdu leur vie en demandant leurs droits humains. Prenons le temps de nous souvenir avec respect de ces personnes qui sont mortes en revendiquant des droits fondamentaux. Nous restons toujours dans ce pays frère, le Sénégal, le pays dirigé par son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, un chef d'État jeune et qui marque comme ça son temps petit à petit. Il prend des marques et ça fait énormément plaisir. Nous restons au Sénégal. La commémoration de Thiaroye 44, le 1er décembre dernier, a été marquée par une cérémonie en mémoire du 81e anniversaire du massacre de Thiaroye à Dakar, précisément fêté dans sa proche banlieue. Reportage CNN. Le président sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a officié le 1er décembre 2025 la cérémonie marquant la 81e anniversaire du massacre au camp Thiaroye situé en périphérie de Dakar. Le dispositif militaro-institutionnel reflète la nouvelle ambition des autorités de se réapproprier la mémoire et inscrire au cœur du récit national et continental en présence de personnalités étrangères, notamment le président gambien, le vice-président ivoirien et le président de l'Assemblée nationale du Togo, le ministre camerounais de la Défense, M. Joseph Betty Assomo. Le massacre des tirailleurs sénégalais en 1944 est une page sombre de l'histoire africaine de retour du front européen de la Seconde Guerre mondiale alors qu'ils attendaient leur démobilisation et le paiement de leurs soldes et primes. En réaction, les troupes coloniales ouvrent le feu sur les tirailleurs. Ces soldats étaient d'origine de plusieurs pays d'Afrique, parmi lesquels la Côte d'Ivoire.
représentant le chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Timoko Mele Koné, a pris la parole pour saluer les efforts qui ont été entrepris en vue de rétablir la vérité. La Côte d'Ivoire, en tant que nation ayant contribué au contingent de tirailleurs, porte aussi une responsabilité morale dans la préservation de cette mémoire. Notre devoir est de la transmettre aux générations futures, afin qu'elles comprennent l'ampleur de l'engagement africain dans les grandes guerres du XXe siècle et qu'elles sachent aussi que la dignité humaine doit être protégée en tout temps et en tout lieu. La mémoire des tirailleurs africains doit être une lumière dans la conscience de l'Afrique. Cette commémoration est donc un devoir de mémoire. La mémoire est un acte moral et un devoir. Nous affirmons que la justice, même tardive, demeure une exigence. Nous affirmons que la paix et le dialogue sont les seuls chemins capables d'empêcher le retour de telles tragédies. Pour sa part, le chef de l'État gambien, son Excellence Adama Barrow, a tenu à souligner que l'ensemble du continent africain a répondu à l'appel du colon, non pas de son gré, mais sous la contrainte et la force. La Gambie également a combattu. And we share the same family Et nous ties. partageons également les mêmes liens familiaux. Our histories are inseparated, Nos histoires sont inséparables. and our cultures and destinies are closely Et nos destins linked. sont étroitement liés. On a répondu au même appel, Not out of choice, non pas par choix, but often forcefully to mais defend par la force the empires that colonized des us. empires qui nous ont colonisés. Le travail de mémoire va au-delà d'une simple commémoration. Il est également axé sur l'avenir. Suite à l'apparition du livre blanc, un nouveau projet va unir le cimetière et le camp, les deux endroits de vérité. Cette stèle ne sera pas un simple monument de pierre. Elle constituera le cœur d'un vaste ensemble mémoriel, comprenant une esplanade pour les commémorations, des espaces éducatifs et culturels dédiés à la jeunesse et des résidences pour accueillir des chercheurs du monde venus travailler sur l'histoire et les mémoires coloniales. La stèle fera de Thiaroye un lieu de mémoire vivant, un phare de vérité historique et une citadelle de savoir pour les générations futures. Elle traduit notre volonté de transformer la douleur en force, le souvenir en apprentissage et le passé en levier pour un avenir de souveraineté et de dignité retrouvée. Grâce à l'énorme apport de l'Afrique à la liberté mondiale, Thiaroye représente aussi la lumière, mais la mémoire n'existe réellement que si elle enrichit le présent et construit l'avenir. C'est toute l'importance de la valorisation de l'histoire du massacre de Thiaroye dans les curriculums éducatifs. Nos enfants doivent en connaître les séquences, les acteurs et les récits. Ils doivent comprendre les mécanismes de la domination coloniale et la valeur de la résistance. Cette transmission est le fondement même de notre conscience nationale, de notre citoyenneté et de notre engagement panafricain. Thiaroye n'est pas qu'un fait historique, c'est tout un symbole. Symbole de la violence du système colonial, mais aussi symbole de la résistance africaine et de notre soif irrépressible de liberté et de souveraineté. Plus qu'une simple célébration, le but est de rétablir la vérité historique grâce à des recherches, de la documentation et des fouilles archéologiques. Le changement de ton des nouvelles autorités sénégalaises est évident. L'interprétation du souvenir de Thiaroye, longtemps soumise à la volonté de ne pas froisser l'ancienne puissance coloniale, d'après certains analystes, est maintenant une lutte pour la dignité africaine et la vérité historique. Officiellement reconnue par la France en 2024, l'affaire du massacre des tirailleurs sénégalais est ouverte afin de clarifier toutes les responsabilités. Nous quittons le Sénégal pour le Congo. Le Congo-Brazzaville, bien sûr. Dans ce Congo,
Le chef de l'État n'est autre que le président Denis Sassou Nguesso, appelé par ses pairs l'empereur. Le président Sassou Nguesso, dans son pays, le Congo, a réaffirmé son engagement à traquer les Kuluna, entendez par là le grand banditisme. Après avoir sorti une zone de son pays de l'obscurité à la lumière, la dernière fois je vous en ai parlé dans la précédente émission, et là il décide de traquer maintenant le grand banditisme au Congo pour faire de son pays un pays de paix, un pays fait beau vivre. Reportage CNN. L'opération initiée par la DGSP, Direction Générale de la Sécurité Présidentielle, contre le grand banditisme urbain, connu sous le nom de bébés noirs Kuluna, et leur démantèlement sera poursuivi dans chaque coin et recoin du Congo jusqu'à l'arrestation du dernier bandit. C'est d'une voix ferme que le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, l'a déclaré lors de son discours sur l'état de la nation, coïncidant avec la fête des 67 ans de la République, le 28 novembre dernier à Brazzaville. Garant de l'intérêt général, l'État protecteur qui resserre les taux de ces malfaiteurs poursuivra leur traque sans relâche à Brazzaville, tout comme à Pointe-Noire ou Ponton-la-Belle. Je confirme que la traque et le démantèlement de ces groupes sans foi ni loi seront maintenus dans tous les coins et recoins jusqu'à la capture du dernier bandit. J'avais pris l'engagement d'assurer et de garantir la sécurité de tous et de chacun. Sur cette question, je serai intraitable et cela doit être pris et compris comme tel. Devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a présenté pendant 1 heure un bilan qu'il considère réaliste mais résolument orienté vers l'avenir, en soulignant les défis persistants à affronter dans un contexte régional et international en constante évolution. De plus, la voix du Congo a résonné lors de tous les sommets, forums et autres plateformes internationales, a-t-il précisé. Le président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a également souligné l'importance de la formation, de l'emploi des jeunes, de l'entrepreneuriat ainsi que de l'amélioration du système de santé avec l'inauguration récente des hôpitaux généraux, la diplomatie congolaise, tout en mettant en avant la détermination du Congo à jouer un rôle plus important dans la préservation des forêts du bassin du Congo. Et nous restons toujours au Congo, tout en saluant comme ça notre correspondant du côté de Brazzaville, M. Desta, qui assure tous les reportages pour CNN, votre télévision, celle que vous regardez en ce moment. Et au Congo, on parle aussi de la première session de la fédération PCT Nkeni à Lima. Le mandat démarre sous le signe de la mobilisation. Reportage Desta pour CNN. 2 mois après l'élection d'Yves Fortuné Mondélé Ngolo à la tête de la Fédération du Parti congolais du travail PCT pour le département de la Nkeni à Lima, la nouvelle équipe dirigeante a tenu sa première réunion officielle, une section inaugurale qui a permis de définir les priorités et la stratégie à venir. La nouvelle fédération du PCT Nkeni à Lima est désormais au travail. Réunie le 26 novembre dernier pour sa section de lancement, l'équipe a écouté son président fédéral Yves Fortuné Mondélé Ngolo qui a d'emblée tracé la ligne directrice. Il s'agissait de donner le cap et les grandes orientations qui guideront l'action de tous les membres dans les mois à venir. Ce département qui est très stratégique et qui représente beaucoup pour notre camarade président et pour le camarade secrétaire général. Je sais compter sur vous tous pour pouvoir vous investir complètement, pleinement, pour que dans le département de la Nkeni à Lima, qu'on sente que le Parti congolais du travail fonctionne, que le Parti congolais du travail est animé, que le Parti congolais du travail est vent debout.
Après des échanges constructifs et animés, les participants ont examiné l'ordre du jour centré sur des questions cruciales d'organisation, de stratégie politique et de fonctionnement interne. Un agenda dense pour une fédération qui doit rapidement trouver ses marques. Nous avons été élus récemment lors d'une assemblée générale élective et désormais, il fallait que nous tenions cette session inaugurale pour pouvoir officiellement prendre fonction. Il a été question de dérouler donc notre programme d'activité pour le mois qui nous reste, donc c'est-à-dire d'ici à la fin de l'année. Il a été question de valider donc nos différentes tâches, c'est-à-dire les actions que nous devons mettre en œuvre d'ici la fin de l'année, à savoir la tenue de nos réunions statutaires, la tenue des assemblées générales, la tenue du congrès fédéral, le complètement des comités qui ont été démembrés du fait de la naissance de cette nouvelle fédération et finalement la participation au congrès national, au 6e congrès du Parti congolais du travail. Dans ce département en quête de repères politiques, la fédération du PCT est consciente des défis majeurs qui l'attendent. L'horizon est fixé sur 2 échéances capitales, le 6e congrès ordinaire du parti et surtout l'élection présidentielle de mars 2026. L'engagement est clair, la fédération entend peser de tout son poids dans ces rendez-vous démocratiques. Nous sommes là donc rangés en ordre de bataille, prêts à aller au congrès, en rang serré. La fédération Kenya Lima, vous entendrez parler d'elle, elle est mobilisée, elle est décidée à pouvoir servir le grand et glorieux parti. Donc tout s'est bien passé et nous restons mobilisés avec comme objectif bien évidemment l'élection présidentielle. L'élection présidentielle qui arrive à grands pas. Nous venons de demander au président de courageusement faire acte de candidature parce qu'ici nous sommes tous rangés derrière lui et nous sommes préparés et disposés dans tous les hameaux, dans tous les quartiers, dans tous les coins de rue de notre département à nous mobiliser pour pouvoir le porter très haut lorsqu'il fera cet acte de candidature que nous souhaitons vivement pour la prochaine élection présidentielle et nous lui garantissons qu'ici, dans l'Ankeni à Lima, je dis bien ici, dans l'Ankeni à Lima, il sera élu dès le premier tour avec un score exceptionnel. L'orientation politique a été marquée par une motion de soutien sans équivoque au président Denis Sassou Nguesso. Les membres l'invitent officiellement à se porter candidat à sa propre succession pour poursuivre son œuvre à la tête du pays. En associant nos vœux aux aspirations légitimes de nos concitoyens pour la poursuite de la mise en œuvre de son projet de société, ensemble poursuivons la marche vers le développement, demandant au camarade Denis Sassou Nguesso de faire acte de candidature à l'élection présidentielle de 2026. Une motion de confiance a également été adressée au secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, saluant son leadership et sa direction du parti. Nous, membres du Conseil fédéral du Parti congolais du travail du département de l'Ankeni à Lima, réaffirmons notre confiance indéfectible au camarade Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail. Soucieux d'efficacité administrative, Yves Fortuné, Mundeling Ngolo et Chourosia a joint l'acte à la parole en offrant un important lot de matériel informatique et didactique à la fédération. Un geste concret visant à améliorer la performance et la réactivité des équipes sur le terrain. Cette section inaugurale aura donc servi de véritable rampe de lancement. Une fédération Keni Alina déterminée, soudée derrière son président et prête à faire entendre sa voix lors des prochaines grandes échéances politiques. Après le Congo, rien de plus normal que de faire un crochet dans ce pays d'Afrique centrale, mais qui est plutôt un pays sahélien, à savoir le pays présidé par son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, chef de l'État de la République du Tchad. Et au Tchad, la cérémonie de prise d'armes marquante la 35e journée de la paix en République tchadienne. Reportage CNN.
La 35e édition de la Journée de la liberté et de la démocratie a été célébrée le lundi 1er décembre 2025 sur l'ensemble du territoire national tchadien. À Djamena, elle a été marquée par une cérémonie de prise d'armes à la place de la nation en présence du président de la République du Tchad, chef de l'État, chef suprême des armées, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Maréchal, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion de la cérémonie marquant le 35e anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie au Tchad, les différents détachements des forces de défense et de sécurité sont rangés pour vous rendre les honneurs. Je vous invite à les passer en revue. Commandant de troupes, lieutenant-colonel Ngomina Torera Apollinaire. À vos ordres, maréchal. Une fois la séquence des honneurs militaires clos ainsi que la revue des troupes en compagnie du chef d'état-major général des armées, général Abakar Abdelkerim Daoud. Le chef de l'état tchadien, chef suprême des armées, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a pris place à la tribune officielle où était installé le premier ministre, ambassadeur Alamai Halina, du président du Sénat, le docteur Haroun Kahbadi, du président de l'Assemblée nationale, monsieur Ali Kolotou Tchaimi, des présidents de grandes institutions de la République, des membres du gouvernement, des députés, des sénateurs, des diplomates accrédités au Tchad et plusieurs autres invités de marque. Maréchal, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, je vous demande l'autorisation pour le début de la cérémonie marquant le 35e anniversaire, puis je vous invite à déposer les chefs de fleurs au monument aux morts. Par ce geste, le chef de l'État tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, veut immortaliser tous ceux qui se sont sacrifiés pour la défense de la patrie et des institutions républicaines et saluer leur mémoire. Cette 35e édition de la Journée de la liberté et de la démocratie a été marquée par un défilé militaire pédestre d'1 heure chrono sous le regard admiratif du chef suprême des armées, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Différents détachements de l'armée nationale tchadienne ont participé à ce défilé. Il s'agit notamment de l'armée de terre, Direction générale de services de sécurité des institutions de l'État, force d'intervention rapide, division des groupements spéciaux antiterroristes, office du génie militaire et de la production, armée de l'air, gendarmerie nationale, garde nationale et nomades du Tchad, agents des eaux et forêts, police nationale, police municipale et enfants de troupes. Ici prend fin la cérémonie marquant le 35e anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie au Tchad. Commandant de troupes, lieutenant-colonel Ngomina Torera Apollinaire. Alors, maréchal. Des slaves d'applaudissements ont accompagné chaque passage de détachement pendant ce défilé appelé communément commando. Très important de parler de l'Afrique, très important de surtout inciter toute notre jeunesse à mettre de côté tout ce qui est distraction et à se focaliser sur les études et la formation. Après avoir obtenu le bac, rien de plus normal que de choisir des instituts de formation pour être des futurs chefs d'État, des futurs cadres, des futurs ingénieurs, des futurs commis agrémentés professionnels pour nos États. Et là, un seul choix émerge, c'est l'Université internationale de Libreville, notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques en sigle ESSA et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat.
Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. CNN est disponible sur Time 777. Après cette belle réclame sur l'Université internationale de Libreville, notre partenaire officiel, rien de plus normal que de parler du Gabon. Et le Gabon, un pays présidé par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État élu par acclamation avec un forfait qui nous rappelle aussi un autre chef d'État de ce pays, le pays où nous tournons dans cette émission, à savoir la Côte d'Ivoire, qui prouve à souhait que les populations ont décidé de choisir leur leader et ceux qui mèneront à bien leur pays. Nous parlons de ce pays d'Oligui Nguema, à savoir le Gabon. Le Gabon, Marcel, tu nous montres un tout petit peu aussi, un petit paysage du Gabon, un tout petit clin d'œil, pour que les téléspectateurs du nord au sud, en hexagone, puissent voir la beauté de ce pays, le Gabon. Et quand on parle de ce pays, on pense à beaucoup de choses. Et les Gabonais ont décidé de ne plus laisser leur pays à la traîne, avec un leader efficace qu'ils ont choisi, à savoir le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et au Gabon, nous parlons de l'inauguration de 2 nouvelles plateformes administratives, fidèles à la vision moderne du président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, une vision de modernisation du Gabon. Reportage CNN. Dans le cadre de l'accompagnement opérationnel des projets publics et fidèle à sa vision d'un Gabon moderne axé sur l'efficacité administrative, l'attractivité des territoires et le soutien à l'économie réelle, le président de la République du Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, en compagnie de la première dame Zita Oligui Nguema, a procédé à l'inauguration de la nouvelle direction provinciale des mines. Cette structure vise à améliorer la gouvernance minière localement et à rapprocher l'administration des acteurs économiques pour mieux satisfaire les besoins d'un secteur clé pour le développement du Gabon à travers l'inauguration de ce bâtiment contemporain de 3 niveaux. Le président de la République réalise un pas important dans la décentralisation des services publics associés au secteur extractif. Placé sous votre très haut patronage, Monsieur le Président de la République, témoigne de l'importance que vous accordez au développement de nos territoires et à la modernisation de l'action publique. Comme le dit si bien un proverbe gabonais, là où le chef marche avec son peuple, la route ne se perd pas. Votre présence en est la parfaite illustration. Équipé d'une trentaine de bureaux, le bâtiment apparaît comme un véritable bureau de liaison du ministère des Mines vers la province. Sa mission consiste à soutenir les entreprises minières depuis les étapes de recherche jusqu'à l'extraction, tout en mettant en place des conditions essentielles pour la transformation locale des ressources. Lors de son allocution, le ministre des Mines a mis en avant la raison de cette implantation provinciale qui représente un changement dans la gestion du secteur et reflète la détermination du gouvernement à moderniser la chaîne de valeur minière. La modernisation de nos secteurs miniers est essentielle pour le développement économique et social du Gabon. Avec l'augmentation significative de notre budget et le renforcement de nos équipes, nous avons mis en place des initiatives qui promeuvent la transparence et l'efficacité. Notre secteur, riche en potentiel, est désormais accessible à tous nos citoyens et opérateurs. Tous les Gabonais peuvent désormais consulter les permis et les conventions minières de manière transparente, efficace et clair depuis leur téléphone portable. Dans la continuité de son élan, le président de la République du Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema et la première dame se sont rendus par la suite à l'agence Fly Gabon pour procéder à l'inauguration officielle de la nouvelle représentation de la compagnie aérienne nationale. Cette démarche, intégrée dans le mouvement de modernisation des transports aériens, cherche à renforcer la connectivité régionale et à fournir des services de proximité aux usagers pour le bien-être des citoyens.
Tout en vous rappelant que vous pouvez suivre CNN sur les 777 du bouquet international StarTime et sur plusieurs autres bouquets numériques. Et sans oublier de regarder à partir de tous vos supports numériques cnntv.ci. Et si vous avez envie de regarder, comme je le répète tout le temps, des informations en permanence et en continu, www.ciwebinfo.ci. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission dont je vous renvoie en rediffusion tout en remerciant toutes les équipes qui ont travaillé pour la réussite de ce programme. Je suis Consti Eka. Au revoir.